Chaîne de solidarité voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, apporte ses fruits. 20 tonnes de matériel d'assistance aux déplacés ont été réceptionnés hier dimanche à Goma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. En visite de compassion de sinistrés de Goma, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu sur place une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé son programme dans cette partie du pays. Il a voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans le Nord Kivu. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est, parce que là nous sommes à l'étape du retour des déplacés, donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Beni et Butembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire un mois après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège, à la fois au nord Kivu, mais également en Ituri. Donc je vous l'annonce là, dans quelques jours, j'irai aussi en Ituri pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège, des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Mais dans l'ensemble, je dirais, il y a un satisfait. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi le chef de l'État se rendra également à la frontière ougando-congolaise de Kasindi pour y rencontrer son homologue Yoweri Kaguta Museveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Beni, je me transporterai vers Kasindi où je rencontrerai mon homologue ougandais avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda, en passant par Kasindi, pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent de la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef d'État a présenté Dr Henry Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalier de la plume en l'espace de 48 heures. L'aide humanitaire afflue dans Goma. Chaque jour, des avions cargo atterrissent avec de l'aide humanitaire, comme en témoignent ces images. Depuis l'imprévisible éruption volcanique du 22 mai dernier, une chaîne de solidarité s'est organisée en faveur de déplacés de la ville de Goma, dont les maisons d'invitation ont été complètement décimées par la lave de Nyiragongo. Après les ponts aériens entre Nairobi et Goma, ce dimanche était au tour de DP World d'apporter sa contribution. Dans cet avion cargo, 20 tonnes d'assistance humanitaire s'ajoutent à la mobilisation nationale en faveur de sinistrés de Goma. Présent dans la ville depuis les premières heures qui ont suivi la catastrophe, les conseillers spéciaux du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, a réceptionné ces lots. Il canalise l'aide pour une meilleure distribution. Le président de la République s'est impliqué personnellement dans cette catastrophe de Goma. D'ailleurs, il est arrivé lui-même ici pour superviser les choses.
et il nous a envoyé ici depuis plus de 10 jours maintenant pour travailler à la réception de tout ce qu'il a mobilisé au niveau international. Le président de la République a mobilisé aussi bien ses pairs présidents, mais aussi des sociétés privées. Il a mobilisé tout le monde pour que la population de Goma ne soit pas démunie et surtout dans cette période malheureusement de catastrophe humanitaire. Alors ici nous sommes en train de recevoir de la part de DP World des dons qui sont des non-vivres. C'est-à-dire qu'on a des moustiquaires imprégnés, on a des ustensiles, on a des draps. Vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés malheureusement qui vivent à la Belle Étoile. Et donc en fait le président a demandé que nous ayons une approche globale de la réponse, c'est-à-dire aussi bien en vivres, en non-vivres et en médicaments. En visite des compassions à Goma, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce lundi les bénéficiaires et échanger avec eux sur les réponses concrètes au sujet de leur prise en charge. Il faut également signaler des collectes de dons en faveur des sinistrés de Goma. Les collectifs SOS Niragongo, présentés par l'organisation caritative et culturelle L'Étoile d'Afrique, sous les hauts patronages de la conseillère spéciale du président de la République en charge de la jeunesse et des violences faites aux femmes, Madame Chantal Yelou-Moulop, organisent une caravane humanitaire et sanitaire à travers le Nord Kivu et sa sous-région afin de venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier à Goma. La présidente de cette organisation internationale à vocation panafricaine, Princesse Yave Marilyn, a indiqué que le but de ces points de presse est d'interpeller les donateurs et sponsors afin de réunir au plus tôt le fonds et envoyer la première caravane de santé au lieu du drame. On interpelle le peuple congolais et le monde entier parce que quand un volcan s'énerve, se fâche, manifeste sa colère, ça ne déstabilise pas que la population de Niragongo. La crise, elle est humanitaire, oui, mais elle est aussi et surtout écologique. Et ça dépasse l'humain. J'espère que dès lundi, les tiroirs caisses vont s'ouvrir pour qu'on puisse déjà envoyer la première caravane de santé de notre partenaire, de ce membre du collectif. La présidence de la République nous soutient et nous accompagne. La présidence de la République, déjà, Madame Chantal Yelou-Moulop est en charge de la violence faite aux femmes et de la jeunesse. Donc nous l'accompagnons pour justement que la prise en charge de la jeunesse soit menée à bien. Toute personne violentée n'a même pas les moyens de se défendre, d'aller en justice, parce qu'il n'a pas l'argent. Donc si le collectif peut accompagner dans ce sens-là, nous, comme on dit, on ouvre la porte. Le rôle du collectif, c'est de battre le tambour pour que l'argent sorte. C'est ça notre rôle. Notez que cette campagne est également un appel d'urgence humanitaire et sanitaire pour assister dignement, selon les traditions africaines, la population des Goma et de la sous-région déjà meurtrie par les conflits armés. L'Église universelle a célébré le 6 juin dernier la fête du Saint-Sacrement du corps et sang du Christ. Une semaine après la fête, après cette fête qui coïncide avec la fête de la paroisse du Sacré-Cœur, une messe a été dite hier au cours de laquelle plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration eucharistique, parmi lesquels le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapwanga. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde et veille en vain. Cette parole des Saintes Écritures a été bien discernée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge et les présidents des deux chambres de parlement Christophe Mbosso Kodiapwanga et Modeste Bahati Lukwebo qui ont la charge de conduire au bon port la destinée du peuple congolais. Ces derniers ont pris part à la messe des célébrations de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et des prières de soutien au pape François pour que l'Éternel l'assiste dans sa lourde charge de conduire
l'Église catholique. Une messe concélébrée par les nonces apostoliques Monseigneur Ettore Balestrero et l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Priodolé Ambongo. Tiré du 19e chapitre de l'évangile des Jean, du 31e au 37e verset, l'officiant du jour a axé son homélie sur l'amour basé sur la vérité. Et la liturgie interprète le langage du cœur de Jésus-Christ qui est le témoignage de l'amour qui s'est traduit en sacrifice de soi. À travers le cœur humain de Christ, nous avons accès au cœur même de Dieu, à son amour et à Dieu lui-même qui est en nous. C'est l'amour de Jésus qui nous indique le chemin à parcourir, parce qu'il est lui-même le chemin. Le service du pape François est un service d'amour. Voilà pourquoi, en cette solennité du Sacré-Cœur, il est approprié de prier Dieu et de le remercier pour le service du pape qui nous aide à aimer Dieu. Comme pasteur de l'Église en Aire de Congo, nous prions pour ceux qui gouvernent le pays et qui aujourd'hui sont aussi hautement représentés par le sommet de l'État. Nous prions aussi pour le président de la République. Aujourd'hui est son anniversaire, il se trouve à Goma, qu'il puisse s'inspirer au Sacré-Cœur pour soulager la population de ce pays qui souffre. Après l'Eucharistie, les cadeaux symboliques ont été remis aux évêques venus des différentes provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo pour immortaliser leur passage à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe qui célèbre ce dimanche 13 juin son patronat. 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. La campagne nationale se poursuit. Samedi dernier, Eve Bazaïba, vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, a conduit quelques députés nationaux au parc animalien de l'Antsélé sur place. Ils ont planté plusieurs arbres, question de lutter contre le réchauffement climatique. Réaliser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est le cheval de bataille de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Ce samedi 12 juin 2021, elle a sensibilisé les honorables députés nationaux au plantage d'arbres au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Kimpoko dans la commune de l'Antsélé. La patronne de l'environnement a saisi cette occasion pour inviter les élus du peuple à relayer ce message dans leur circonscription électorale. Pour donner un caractère pédagogique à cette action, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a énuméré quelques vertus de l'arbre qui accompagnent l'homme toute sa vie jusqu'à sa dernière demeure. La République démocratique du Congo est l'un des foyers les plus importants qui va protéger l'humanité par rapport à ses potentialités environnementales. Pour l'honorable Constantin Mbengele, président de la commission environnement, qui a représenté le président de l'Assemblée nationale à cette cérémonie, l'humanité a compris l'importance de l'arbre dans la lutte contre le réchauffement climatique et autres catastrophes naturelles. Il y a des déforestations partout à travers la ville de Kinshasa, mais je pense qu'il faut, en tant que député, nous allons dénoncer ces phénomènes pour que ça s'arrête, parce que là, nous avons tous pris l'habitude d'ériger de grands immeubles dans tout l'espace de la parcelle sans laisser aucun espace pour la verdure. Pour lier la parole à l'acte, les honorables députés nationaux ont planté chacun 10 arbres en guise d'un engagement pour pérenniser cette action. Aux usagers de la route nationale numéro 1, tronçon échangeur de Limete jusqu'à l'aéroport international de Ndjili, de prendre les dispositions de ce lundi. La direction générale de l'office de route annonce le démarrage ce lundi 14 juin, la première phase des travaux d'aménagement de la voie rapide telle que prévue dans le programme d'urgence du chef de l'État. Ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Safricas vont concerner d'abord la section comprise entre le saut de mouton du marché de Liberté et celui du site de Mokali sur une distance de 1,4 km. Pendant ces travaux, il s'observera
un ralentissement du trafic entre ces deux ouvrages. Les dispositions sont prises pour que ce désagrément soit de courte durée. La direction générale de l'office de route s'excuse pour ce désagrément. On va rester dans le secteur des infrastructures pour vous proposer cette étude de faisabilité sur les érosions de Kimwenza. C'est à Kimwenza est menacé. Les ravins gagnent du terrain et des investissements s'effondrent. Les princes de l'église catholique de la mission Kimwenza, dans leur rôle social, ne s'avouent pas vaincus pourtant. Avec toute la communauté locale, représentée par les notables, jeunes, organisations de la société civile, veulent rassurer la population du début imminent des travaux de lutte contre ces ravins. 2 experts de la Banque mondiale étaient également de la partie et les études de faisabilité sont en cours. Il faut encore un peu de patience. Le cardinal Fridolin Mbongo était ici avec Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC il y a peu, pour qu'il porte haut la voix des Séquinois qui s'enclavaient petit à petit comme rien n'était fait. Notre implication à la sensibilisation, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Notre plaidoyer au décaissement, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et aussi notre implication dans l'éducation des familles, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui aussi. Mais vous savez, on ne se fatigue pas de donner des sacs, on ne se fatigue pas avec des solutions intermédiaires mais qui ne sont pas efficaces à la longue. Nous interpellons le ministre des Infrastructures, celui de l'aménagement et celui de l'urbanisme et habitat pour débuter les travaux qui ont traîné et qui font pleurer des familles. Chacun en ce qui les concerne doit mettre la main à la pâte dans la gestion des eaux de pluie. La participation communautaire est un rempart dans la lutte anti-érosive. La formation et l'encadrement des jeunes entrepreneurs ainsi que les problèmes liés à la fourniture de l'énergie électrique ont alimenté les échanges du ministre du portefeuille, d'abord avec le groupe Texaf et ensuite avec une délégation de la SNEL conduite par son directeur général. L'énergie électrique est un droit, mais en République démocratique du Congo, avoir l'énergie électrique est un privilège. Le jargon des abonnés s'est enrichi de mots tels que délestage, coupure intempestive du courant, souler des câbles et autres. L'énergie électrique, on en a à compte-gouttes dans certains quartiers, pendant que dans d'autres, on peut faire 1 mois, 1 année, 2 ans, voire 3 ans sans électricité, avec pour conséquence l'insécurité entraînant le vol et les viols et les naissances non désirées. Pour répondre aux préoccupations des abonnés, le comité de gestion s'est justifié devant la ministre d'État en charge du portefeuille. Plusieurs questions ont été posées par les experts. La surfacturation, le problème des journaliers qui ont fait plusieurs années sans être engagés, le délestage prononcé alors que la Société nationale d'électricité possède 2640 cabines sur tout le territoire national et la plus longue ligne du courant de 1754 km, ce qui constitue un atout pour la République démocratique du Congo. À la distribution, on a eu un sérieux problème qui est un boom de développement des villes, comme la ville de Kinshasa qui est passée de 3 millions à 15 millions d'habitants. Donc là où il y avait une cabine qui alimentait une petite maisonnette ou 10 maisonnettes, il se retrouve un immeuble qui a besoin de la capacité de 2 fois ou 3 fois la cabine existante. Les câbles, les canalisations ne sont plus en mesure d'alimenter cet immeuble. Ce qui fait que les câbles étant vétustes se sont retrouvés rapidement surchargés. Donc les 2500 cabines que nous avons, pour la plupart. La princesse Adèle Kainda Maïna tape du poing sur la table. La SNEL doit s'occuper des abonnés qui sont une priorité pour eux. L'électricité doit être un droit pour tout Congolais. Victimes d'une discrimination, la situation sociale des albinos, leur insertion de la vie active reste presque entier. En marge de la célébration de la journée internationale de l'albinisme, la fondation Secours Moissi à Congo est revenue sur les avancées et défis quant à la situation des albinos. Certaines communautés trouvent en eux un caractère mystérieux. Ils posséderaient des pouvoirs spirituels. Et en Ouganda, par exemple, ils font parfois l'objet des persécutions. La journée internationale de l'albinisme, observée le 13 juin de chaque année, est revenue sur la situation des albinos.
Secours Moissi à Congo, qui a organisé cette activité, appelle la communauté à bannir les préjugés et à redonner le sourire à ses enfants albinos. Comme le dit si bien Aminata Kassablanche, présidente de cette structure. L'albinisme est quoi? Handicap ou une maladie selon les cas ne peut pas constituer un frein à l'épanouissement de la personne albinos, mise dans des conditions ambiantes avec d'égalité des chances. La personne albinos est capable de tout faire. Il est donc question que les familles et la société lui donnent cette chance de réussir sa vie. Et le plus important, c'est de rompre justement la barrière qu'il y a entre nous et les albinos. Nous considérons que ce sont des sous-hommes, nous considérons que ce ne sont pas des êtres humains alors que ce sont des humains à part entière et nous devons justement bannir cette discrimination. En présence du premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le moment est également propice pour souhaiter un bon et heureux anniversaire au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Je profite en même temps de cette journée du 13 juin pour souhaiter un heureux anniversaire à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et je pense que les repas que nous allons partager avec nos enfants ici présents sera aussi à l'occasion de l'anniversaire de notre papa à tous. Une activité organisée dans un quartier populaire de la capitale, le quartier Mombele dans la commune de Limete. Par essence, l'albinisme est une maladie héréditaire caractérisée par l'absence de la mélanine dans la peau et les cheveux. À l'occasion justement de la célébration de la journée mondiale de l'albinisme, le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani a adressé ce message. Chers citoyens albinos, la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme célébrée chaque 13 juin a été instituée le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 69-170. Elle vise à en faire un moment solennel permettant de faire un bilan des actions menées en faveur des personnes albinos et aussi de réfléchir sur les problèmes majeurs que ces personnes rencontrent. Pour rappel, l'albinisme est la conséquence d'une anomalie de la biosynthèse de la mélanine, pigment brun jaunâtre, photoprotecteur se trouvant au niveau des surfaces externes de l'organisme humain. Cette hypopigmentation crée la malvoyance et laisse les albinos à la merci du cancer de la peau s'ils ne sont pas bien protégés contre les rayons ultraviolets du soleil. L'albinisme frappe donc des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine, ethnie ou de leur sexe. Aussi, l'albinisme est globalement méconnu par certains de nos compatriotes et est souvent considéré comme un phénomène surnaturel. D'où la naissance d'un bébé ayant une peau, des yeux et des cheveux tout blancs, issus de parents noirs, ne peut être qu'un événement traumatisant et parfois dévastateur pour la famille. Elle engendre surtout, dans notre société, fondée sur la tradition, des interrogations d'ordre psychologique et spirituel angoissantes avec des conséquences familiales dramatiques telles que la rupture du cours normal de la vie conjugale, pouvant même aboutir jusqu'au divorce. L'albinisme continue à entraîner des déséquilibres sociologiques où les albinos sont jugés inutiles, embarrassants, intolérants et relégués au rang des sous-hommes, des êtres à l'angoisse du mal. Ils constituent en fait des objets de raillerie et de la risée populaire. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme nous donne l'occasion de manifester notre solidarité avec les personnes vivant avec l'albinisme et d'unir nos efforts afin que ceux qui sont souvent les plus marginalisés puissent vivre à l'abri de la discrimination et de la peur. Enfin, cette journée constitue une occasion de rappeler qu'en dépit des pratiques horribles auxquelles font face les albinos, ils continuent de faire preuve de résilience face aux injustices subies et aux nombreux obstacles qui entravent leur chemin, en apportant d'incroyables contributions à notre société. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les albinos, je vous remercie.
Place à présent à la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo Demazou qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Érudis, bonjour à tous. Course à la présidence de la CENI, les confessions religieuses rééditent la honte, annonce Econews. Avec l'adoption de la loi portant réformes électorales au niveau de 2 chambres du Parlement, écrit Econews, les confessions religieuses sont revenues à leur guéguerre habituelle. La course à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Prenant les 6 autres à contre-pied, 8 confessions religieuses sont officiellement reconnues en RDC. L'Église catholique et l'Église protestante ont d'ores et déjà formé un front pour contrer toutes les velléités. Une fois encore, poursuit le journal, c'est la honte qui est au rendez-vous. Les confessions religieuses ne cesseront jamais d'étonner leur forte propension à niveler le débat vers le bas lorsqu'il s'agit de pourvoir au poste de président de la CENI, quota réservé à la société civile via les 8 traditionnelles confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Assemblée nationale, le député Mbata veut-il endosser la loi Tchani? Se demande Congo Nouveau. Des sources bien introduites notent Congo Nouveau. L'on apprend que le député national, président de la Commission économico-financière et judiciaire, PAJ, André Mbata, serait prêt à endosser la proposition de loi sur la nationalité sur demande de 2 autres députés, Bruno Kapanji et Léon Toumba. Les 2 députés sont en train de faire la sensibilisation pour le projet de loi sur la congolité. Ils sont venus, selon Congo Nouveau, voir le professeur Gary Sakata qui a refusé d'appuyer une telle démarche. Il a dit qu'en sa qualité de professeur d'université, il ne peut appuyer un texte qu'il qualifie de discriminatoire et incendiaire. Le professeur Gary Sakata va ensuite dire à ceux qui font la promotion de ce texte qu'il n'est pas sûr que le professeur Mbata serait d'accord avec une telle dérive. L'honorable Kapanji va lui répondre en disant que l'honorable Mbata serait d'accord avec eux. Il va recevoir cette proposition de loi de Noël Tchani et le faire passer dans la mesure du possible. À tout prendre, à tout point de vue lucide, conclut le tabloïd, cette proposition de loi discriminatoire consacre une exclusion dangereuse dans un pays post-conflit comme la République démocratique du Congo. Les signes d'une tempête apaisée, ces anniversaires qui réchauffent, Tshisekedi et Kabila, élégance mutuelle, constate Africa News. Ce sont des signes d'une tempête apaisée entre gestion du drame de Goma et contacts avec différents états-majors pour diriger les opérations liées à l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, fait savoir Africa News. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu trouver une fenêtre le 4 juin dernier pour passer un appel téléphonique à son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila, à l'occasion de la célébration de ses 50 ans d'âge. Un geste élégant, très apprécié dans le camp du président de la République. 9 jours après l'appel du couple Tshisekedi, le sénateur à vie Joseph Kabila s'est montré aussi très exemplaire en appelant à son tour dimanche 13 juin le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui présenter ses vœux alors qu'il a soufflé sur ses 58 bougies depuis Goma. La démarche, note le journal, n'est pas non plus passée inaperçue chez les Tshisekedistes. Apparemment anodin, constate Africa News, les gestes de réciprocité posés par les 2 personnalités sont la preuve que les hommes peuvent se dépasser. Il constitue aussi un désaveu pour tous ceux qui, durant ces 9 derniers mois, ont tenté de faire croire que l'un et l'autre n'étaient pas à la hauteur de l'alternance opérée le 24 janvier 2019. Affaire concession, église Sifemsi, un réseau libanais met en jeu 14 millions de dollars américains pour avoir la parcelle
révèle sphinxrdc.com. L'affaire de la concession abritant l'église CFMC du couple Olangui, nos sphinxrdc.com, fait l'objet de plusieurs convoitises. Quelques informations font état du très puissant réseau libanais qui contrôle la quasi-totalité du commerce à Kinshasa et une grande majorité des espaces dont la commune de Limité. La concession plutôt de l'ex-Transaf située sur la 17e rue est particulièrement dans le viseur de ces puissants phéniciens. Pour ce faire, ajoute le journal, 14 millions de dollars américains ont été mis en jeu pour faire déguerpir la fondation Olangui et ses occupants. Lors de sa dernière conférence de presse le 7 juin, cette fondation a dénoncé une main noire sur ce dossier qui n'avait rien d'anormal, mais qui aujourd'hui rebondit avec fracas. La fondation Olangui accuse Sefou Makambou, auteur de la plainte, ainsi que ses avocats conseillent d'orchestrer des manœuvres pour tenter de leur ravir la concession. Merci Jean-Pierre Ndelodemazou pour cette revue de presse. Merci Érudis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.